Vous écoutez RMC. RMC. 7h-10h, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. Eh bien nous y sommes, après De quoi je mail, tous les dimanches sur RMC entre 7h et 10h. C'est votre rendez-vous auto, le week-end des experts auto, avec Jean-Luc Moreau à mes côtés. Et en ce 15 mars 2020, bien sûr, nous sommes ravis de vous retrouver. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Monsieur François, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Alors vous savez que c'est un grand week-end des experts auto aujourd'hui, puisque tout à l'heure encore une fois, nous allons nous affronter, vous et moi, avec comme arbitre Maître Rémi Jossaume. Ce sera le retour du quiz de Maître Rémi. Ouais, c'est le quiz de printemps, puisqu'on aura 4 fois par an ce quiz avec des questions évidemment de sécurité routière, de code de la route, de réglementation. Et c'est vrai que... Et comme vous n'avez jamais eu votre permis, c'est l'occasion de réviser pour essayer de le passer. Un jour. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, étant donné que Maître est avocat, là, on ne peut pas discuter avec lui. Hein. C'est la loi. Franchement, ça sera tout à l'heure le quiz de Maître Rémi. C'est moi. La loi, c'est moi. On retrouvera aussi notre bon plan de sécurité dans quelques instants. On parlera du contrôle technique des 2 roues. Quand est-ce qu'il va arriver? Tiens, notre minute verte. Comment connaître l'état de santé d'une batterie d'un véhicule électrique d'occasion? Et ça va devenir une vraie préoccupation lorsque demain il y aura un vrai marché du véhicule d'occasion. Et ça commence. Et donc on va voir, il y a des entreprises, il y a une start-up qui s'est lancée là-dedans. Donc on les aura avec nous en studio. Ils vont nous expliquer comment on peut vérifier l'état de santé d'une batterie. Et puis notre rendez-vous rétro, quels additifs pour l'essence d'une voiture ancienne? Ce sera tout à l'heure. L'essai de la semaine, tiens, la Peugeot 3008 hybride. Hybride 4, hybride rechargeable. Ah oui. Ça c'est la version 4 motrices, donc c'est la version la plus chère, mais il y aura une version un petit peu plus démocratique. Alors est-ce que c'est bien? Est-ce que ça consomme beaucoup? Combien de kilomètres on fait en électrique? Autant de réponses que vous aurez si vous restez avec nous. Et puis notre question pas si bête, comment sont nées les stations-service? Et surtout à quelle période, tiens? Et vous allez voir, c'est extrêmement rigolo. J'ai appris, alors j'ai passé beaucoup de temps à le faire parce qu'en fait j'ai lu plein de choses, j'ai été emballé par le sujet et je me suis dit tiens, c'est marrant, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis donc ne ratez pas tout à l'heure le quiz de Maître Rémi, ce sera aux alentours des 9h30 sur RMC. Voilà, c'est 3 heures d'auto, avec bien sûr en fil rouge, vous le savez, c'est le plus important, vos appels au 32-16, priorité à toutes vos questions ou vos témoignages. 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Merci d'être avec nous et bienvenue. On attaque avec Romain. Ah, on peut pas le prendre. Alors là, je m'attends à la blague du jour. Ah oui, parce qu'à cause du coronavirus, il est romain, donc on peut pas... Ah, il est romain. Ah oui. Oui. Romain, vous êtes bien gentil de rigoler à cette blague qui est un peu difficile quand même. Bienvenue Romain sur RMC. Merci, bienvenue. Merci à vous de prendre ma question. Vous avez une émission au top. Je vous écoute tous les dimanches et c'est super. Je vous félicite. Ah bah, c'est gentil. Merci gentil. tonton Romain. On vous écoute. Voilà. Alors j'ai une question. Voilà, je viens d'acheter un véhicule, un Renault Belsatis 3,5 litres V6 de 2002. Il a 140 000 km et je voulais avoir l'avis de Jean-Luc au niveau fiabilité et au niveau passage éthanol. Parce qu'il fait 17 euros fiscaux, donc je ne peux pas mettre un boîtier homologué. Et une reprogrammation, c'est interdit. Donc, oui, puis alors non, mais comment vous pouvez faire? Vous n'allez pas faire. Parce que si vous le faites, vous allez tomber en panne. C'est ça. Ah, d'accord. Ouais. Alors, déjà, 146 000 km, déjà pour tous les moteurs kilométrés, le passage à l'éthanol, il est largement déconseillé. Pourquoi? Parce que un vieux moteur, il y a de la calamine dedans. Et l'effet Bon, les petits poteaux. Vous avez vu un petit bout d'autoroute en préambule. Donc on est mardi, alors je ne me rappelle jamais. On doit être le 23 ou le 24, donc mars 2020. Donc on est toujours en confinement coronavirus. Donc mardi soir à la débauche, il est 19h15. Alors certes, ça consomme pas mal, je sais pas combien vous êtes, c'est 13 donc, comme je vous le disais, j'ai un abonné qui nous a dit pour faire passer le temps de vous faire l'aller-retour c'est un moteur sans coupure il a jamais de été, mon trajet de boulot. Après donc ce matin je vous l'ai fait. Bon, ce matin j'avais plein de choses à vous dire. Il faut dire que je suis un petit peu plus frais le matin, l'après-midi, enfin à la débauche le soir. Je suis un petit peu plus cramé, on va dire. Mais en même temps à l'intérieur, en plus vous avez quoi, une version initiale top luxe. Donc ce
soir, je vais peut-être pas vous raconter grand-chose. La journée, ça a été comme d'habitude. Les sièges avant, c'est juste fabuleux. Et puis là, vu que les infos, je les ai pas regardées hier soir, parce que j'étais un peu carpette. Je sais pas trop ce qui s'est décidé, mais comme ça change tous les jours, on va regarder les infos ce soir. Et puis voilà. J'essaierai quand même de vous mettre sur le retour, puisque je vais le faire en intégrale, hein. Un petit peu de musique quand même, que vous fassiez pas trop chier. Non, mais il y a une petite touche de marqueterie, franchement. C'était à l'intérieur. Voilà, petit photo. Allez, bon retour à vous. C'était d'autant plus. Alors, vous savez, bonne soirée, comme d'habitude, soyez prudents sur la route, restez confinés chez vous, ce qui vous empêche pas de faire le câlin à maman. Hein. Il l'appelait le taxi. Ah oui, hein. En fait, parce que extérieurement, c'est vrai qu'elle avait, elle était un peu haute par rapport à la largeur de la voiture, et c'était lié en fait à la plateforme qui n'était pas adaptée pour faire un véhicule comme ça. Et c'est vrai que bon, allez, on va le dire avec, elle est moche, mais qu'est-ce qu'on est bien dedans, quoi. C'est super confortable. Ils n'ont pas vendu beaucoup, hein. Ils en ont pas vendu une. Typique, oui. Voilà, et surtout, elle a décoté, mais à une vitesse. Oui, vous l'avez payé incroyable. Combien votre voiture? Parce que ça vaut plus rien. Mais Ça. en fait, je l'ai payé à un retraité, parce que bon, moi j'ai 30 ans, 3 000 euros. Donc, Ah bah voilà, 3 000 euros, quoi. C'est le prix des sièges, quoi. c'est ça. C'est le prix des sièges. Ouais, vous démontez les sièges, vous les mettez dans votre salon, et puis vous mettez la banquette arrière, vous faites un salon. Bon, mais c'est dingue, hein. Pour 3 000 euros, oui, c'était une voiture. Elle a, comme quoi, l'esthétique, ça a quand même beaucoup d'importance pour un véhicule. Cette voiture aurait Mais dû... moi, Jean-Luc, j'adore. J'ai toujours aimé cette voiture, je sais pas pourquoi. Bah, écoutez... Mes amis me chambrent, ils disent que c'est un béret roulant. Mais bon, c'est vrai que... Vous savez quoi? Attendez, Romain, l'essentiel c'est qu'elle vous plaît, cette voiture. Non, mais l'essentiel, voilà, c'est que évidemment. dedans, pour faire des kilomètres, c'est absolument superbe. Bon, par contre, évitez vraiment l'éthanol, hein, sinon ça va vous arrêter dans votre élan. D'accord. Et est-ce qu'il faut juste une dernière question? Est-ce qu'il faut que je vidage de la boîte auto? Parce qu'il a pas fait, le monsieur. Oui. Alors, vous savez, maintenant, il y a des centres auto qui ont des systèmes automatiques de vidange-nettoyage. Et c'est très bien parce que, outre la vidange, ça fait le nettoyage, parce que dans une boîte automatique, je ne sais pas si vous avez déjà vu une boîte automatique démontée, vous avez plein de petits conduits dans lesquels circule l'huile, et à partir du moment où il y a des impuretés qui bougent ces conduits, vous avez un fonctionnement de la boîte qui devient assez brutal. Et en fait là, non seulement ça fait la vidange, mais en plus, il y a des produits, ça vous nettoie tout le circuit de la boîte automatique, et vous vous retrouvez avec une boîte pas neuve, mais pratiquement, avec un fonctionnement beaucoup plus onctueux. Donc, ça existe désormais, donc il ne faut pas hésiter, il faut faire un nettoyage vidange de la boîte automatique, et vous allez voir, vous allez gagner en agrément. Super, bon, et bien merci beaucoup. Et bien de rien, Romain. Merci Romain. Allez, bonne journée, au revoir. Merci. Et si tout comme Romain, vous voulez joindre Jean-Luc Moreau, 32 16, même si vous avez une Velsatis, hein, vous avez vu, on a été correct avec Romain, hein. 32 16. En revanche, si vous avez une Multipla, réfléchissez avant de nous appeler quand même, hein, la Fiat Multipla, Jean-Luc, qui était quand même un peu particulière. Le Multipla? Oui. Ah ouais, le Multipla. J'avais fait à l'époque, mais c'est bête, il est plus sur internet, j'avais fait un sujet pour Turbo. Oui. Et en fait, je l'avais tourné, c'était de l'humour au 3e degré, et on avait eu une chance extrême parce qu'on l'avait tourné à côté du lac de Como en Italie, un jour de brouillard extrême, et en fait on avait fait un film d'horreur. Ah oui. Donc le Fiat devait être content, tiens. Ouais, c'était, ça avait dû leur faire plaisir. Voilà. Et en plus on avait trouvé un hôtel abandonné, un grand hôtel très luxueux abandonné, avec un chien qui hurlait à la mort à l'intérieur. On aurait dit Shining. Oui, c'est ça. C'était pas une ambiance neige, c'était une ambiance brouillard. Et vous savez, la voiture servait de monstre de Loch Ness. Il y avait trois. Non, on était en Italie, donc on avait fait plus sur le. C'était plus. Halloween. Non. Comment s'appelle cette série avec les extraterrestres là zut. Les envahisseurs. Non, pas les envahisseurs. Non. Bon, écoutez, réfléchissez, vous me direz tout à l'heure. Bon, vous savez quoi? On enchaîne tout de suite avec notre bon plan sécurité. Jean-Luc, est-ce que vous êtes prêt pour le bon plan? Yes. Alors on y va. RMC, votre auto. Daniel, explique-moi, c'est quoi le plan là? Le bon plan sécurité. Et ce plan génial, messieurs, est signé Jean-Luc Moreau. Alors Jean-Luc, tout le monde sait que le contrôle technique est obligatoire pour la plupart des véhicules particuliers. Toutefois, certains en sont dispensés. Il y a les voitures sans permis que vous affectionnez particulièrement, puisque vous n'avez jamais eu votre permis de conduire, rappelons-le. Hein. Oui. Enfin, là, je m'adresse aux forces de l'ordre. Hein. Si vous demandez le permis de Jean-Luc, vous serez quand même assez surpris. Il y a aussi les voitures de collection d'avant 1960. Et plus bizarrement, les 2 roues et les 3 roues à moteur. Est-ce qu'on sait pourquoi?
Alors on peut effectivement se poser la question, puisque la France est le dernier pays d'Europe dans lequel le contrôle technique n'est pas obligatoire pour les cyclomoteurs et les motos. Il y a bien eu une tentative d'imposer un contrôle technique pour les cyclomoteurs en 2012, mais la mesure qui avait été proposée par le Premier ministre de l'époque, François Fillon, a été abandonnée. Oui. Enfin, ça ne peut pas porter bonheur en plus. Non, ça n'a pas de rapport. Quelles sont les raisons ? Sans doute des raisons électorales, et puis les centres de contrôle technique n'étaient pas forcément prêts. Enfin, vu qu'il était prévu de contrôler la vitesse maximale des véhicules, je vous rappelle qu'elle ne doit pas dépasser 45 km/h. On va dire que 90% du parc aurait été recalé. C'est sans doute une des raisons aussi qui a fait reculer le gouvernement. Oui, mais si on veut faire baisser la mortalité routière des deux roues, le bon état des véhicules paraît indispensable, on est d'accord ? Eh ben non, parce qu'en fait, les accidents de moto liés à un problème technique sont extrêmement rares. Ah bon ? C'est moins de 1% des accidents de deux roues motorisés. Ça s'explique simplement par le fait que si vous n'avez pas de frein ou si vous avez des pneus lisses sur votre moto, vous survivez pas très longtemps. En clair, les motos sont mieux entretenues que les voitures. En matière de sécurité routière, le contrôle technique des deux roues motorisées a donc peu d'intérêt. Ne risque-t-on pas quand même de voir ce contrôle technique moto arriver ? Si, et puis c'est presque inéluctable, puisqu'une directive européenne impose à la France d'instaurer un contrôle technique des deux roues en 2022 si nous n'arrivons pas à prouver que les actions de sécurité routière ont permis de faire baisser sensiblement les accidents dans cette catégorie de véhicules. Or bon, jusqu'à présent, c'est pas le cas. Eh oui. Si ce contrôle technique arrive, a-t-on déjà une idée de sa périodicité et de ce qu'il va contrôler ? Parce que ça, c'est important. Oui, alors a priori, ce contrôle technique devrait être obligatoire lors de la revente des deux roues et des trois roues et des quads, mais il pourrait aussi avoir lieu tous les 2 ans, comme pour les voitures. Oui. Les points contrôlés seront l'identification du véhicule, le freinage, la direction, l'éclairage, les liaisons au sol, la structure, c'est-à-dire le cadre, les équipements et sans doute la pollution. Alors, sur ce dernier point, beaucoup de motos et pratiquement tous les cyclomoteurs ne sont pas conformes à la réglementation. La discussion va être donc âpre avec les associations de motards qui sont en général un peu plus véhémentes que les automobilistes. Ils arrivent à se faire entendre. Donc, il va y avoir, je pense, quelques manifestations bientôt. Je pense qu'il faudrait aussi contrôler le bruit, non ? Oui, mais ça rentrerait dans la pollution, oui. Eh ben oui, quand même. Ça rentrerait dans la pollution, effectivement. Alors, Jean-Luc, il y a sans doute un autre problème, c'est qu'aujourd'hui, les centres de contrôle technique ne sont pas du tout équipés pour ce genre de vérification. Mais effectivement, et vu que le marché du deux roues motorisé est beaucoup plus restreint que celui de l'automobile, de nombreux centres décideront de ne pas s'équiper. Et il faudra peut-être faire des dizaines de kilomètres pour aller passer un contrôle technique moto. Ça aussi, ça va coincer avec les motards. Ah là là. Bon, Jean-Luc, on va revenir dans un instant et on va poursuivre. Sur votre Solex, ça devrait être, normalement, ça devrait aller. J'ai jamais eu de Solex. Moi, c'est vrai ? Non, j'avais un 51 Super. Ah bah c'est bien ça, oui, je me souviens très bien du 51 Super. Ben voilà, j'avais un 51 Super bleu métallisé. Qui était magnifique. Ah, moi j'avais une moto bécane 99V. Oh, ouais, avec compresseur. Mais c'était une moto bécane d'ailleurs, le 51. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je me rappelle, le concurrent c'était le 103 SP. 103 SP, ouais. Tout à fait. Voilà. Et avec des potes, on se faisait la course à 40 km/h. Oui, c'est ça. 40 km/h, non, ça. Heureusement, ma mère écoute pas, mais de temps en temps, moi, mon compteur se bloquait à 90, puis l'aiguille, le ressort sautait, donc l'aiguille restait bloquée. Ouais, mais parce que vous étiez en train de le bidouiller. Persuadé. Oh, à peine. Un peu. Oui, je vous connais. Il y a prescription. C'est ça. Allez, on revient dans un instant après la météo sur RMC. Vos questions auto, 32-16, l'appli RMC Direct Studio. À tout de suite. RMC. 7h-10h, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. Le week-end des experts, l'automobile, chaque dimanche sur RMC 7h-10h avec Jean-Luc Moreau. Dans quelques instants, ce sera notre minute verte. On va s'intéresser en fait à la puissance des batteries, des véhicules de l'état de santé des batteries. Oui, d'occasion, parce qu'on sait. Oui, des véhicules électriques d'occasion, oui. Voilà. Parce qu'un véhicule neuf, contrôler l'état de santé de la batterie, je pense pas qu'il y ait besoin. Bah, vous savez, parfois. Oui, c'est vrai. Je pense que ça vaudrait le coup. On en parle dans un instant avec notre invité, mais auparavant, place à vos questions en priorité. Ça se passe au 32-16 et c'est Jean-Luc qui est avec nous. Bonjour Jean-Luc. Bonjour François, bonjour Jean-Luc Moreau. Alors, je reviens vers vous parce que j'ai besoin de quelques conseils. Alors j'avais pris un conseil déjà sur l'achat d'un C5 Aircross.
Je suis satisfait. Bon, bah tant mieux, parce qu'autrement, vous savez, François vous rembourse hein, si vous n'êtes pas satisfait. Non, mais je pense que je vous poserai la question tout à l'heure parce que j'ai une petite anomalie. Il faudra que je vous demande un conseil. La première question, ça sera au sujet d'un C5. D'un C4, pardon. Excusez-moi, je suis toujours sur mon C5, là, j'en rêve. Alors, donc, c'est un C4, c'est une Citroën C4. C'est un HDI, c'est un 1600 1,6 litre et 110 chevaux, 4 cylindres. Et je voulais savoir après, par rapport à l'utilité qu'il va en avoir, parce qu'il veut garder le véhicule justement, parce qu'à l'heure actuelle, il fait guère de kilomètres, mais il est peut-être sujet, peut-être plus tard d'en faire un peu plus. Mais bon, voilà, c'est par rapport déjà la fiabilité du moteur et après par rapport aux essences. Alors je sais que je vais vous poser la question sur 1,2 litre Renault. Non, ça sert à rien de me poser la question sur 1,2 litre TCE Renault. Il y en a beaucoup qui ont répondu à la question. Oui, à partir de 50 000 km, à chaque fois qu'on fait des kilomètres en plus, on estime que c'est du sursis, exactement. On mange plus d'huile que d'essence. Voilà, il paraît que c'est ça. Et après, il y avait le moteur 1,3 litre et un moteur, alors chez Citroën, le 1,4 litre. Attendez, le 1,3 litre, il n'a pas de problème. Hein. Le 1,3 litre TCE, il marche très bien. Hein. Très bien, oui, parce qu'il y avait un auditeur qui disait que même il le mettait à l'éthanol. Enfin, il mettait moitié-moitié, voilà. Oui. Et le 1,4 litre, justement, l'essence de Citroën qui est équipé sur le C3 Picasso, qui est un 4 cylindres d'ailleurs, et pas un 3 cylindres d'ailleurs. Savoir si vous pouvez éventuellement passer à l'éthanol pour faire des économies. Quoi, hein. A priori non, en plus ça va être des véhicules qui sont très kilométrés. Mais dites-moi, je suis en train de penser un truc, Jean-Luc, il a l'air plus calé que vous, Jean-Luc. Oui, c'est parce qu'il s'appelle Jean-Luc en fait, c'est lié au prénom en fait. Non mais ce que je veux dire par là, c'est que Jean-Luc, si un jour le Moreau fatigue, je vous appelle et vous remplacez. Je pense pas, attendez, je veux pas être... J'ai révisé surtout. Voilà. Alors on va commencer par le début, on va commencer par le HDI 110 chevaux. Est-ce que c'est fiable? Réponse oui. Est-ce qu'il pourra faire beaucoup de kilomètres? Réponse oui. Est-ce qu'il pourra le garder longtemps? Réponse oui. Sauf s'il fait de la ville tout le temps, auquel cas, vu que Peugeot, PSA avait un petit peu d'avance et déjà des filtres à particules, même avec une technologie différente, ça n'aime pas quand on fait des bouchons. Oui. Donc c'est plutôt bon choix. Ça. Si votre ami veut le garder, c'est son fils. Ça fait encore. Si votre fils veut le garder, ça fait encore partie des choses qu'on peut emmener loin. Ça c'est. Alors, je suis allé en voir un justement de ce véhicule, on l'a fait tourner et on a tiré la jauge. Vous savez, la jauge d'huile, les vieux à une époque, tiraient la jauge d'huile pour voir s'il y avait des remontées de vapeur. Ouais. Est-ce que c'est toujours en course ce genre de non, parce que sur les moteurs, vous avez un recyclage justement, ce qu'on appelle des gaz de Carter, qui sont réabsorbés. C'est même obligatoire. Hein. Ça fait partie des dispositifs anti-pollution. Donc aujourd'hui, quand vous tirez la jauge d'huile, heureusement, il n'y a plus de vapeur d'huile qui remonte. Parce que là, justement, il y avait des vapeurs. Justement. Ah, il y avait Gros problème. Voilà. Et lui, il était comment? Mais on a tiré la jauge. On ne peut pas dire que c'était un diesel, on ne peut pas dire qu'elle était plus sale que la normale. Elle était sale. Mais alors, elle ne ressentait pas bon. Alors ça, c'est qu'il y a de la dilution dans l'huile. Donc il faudrait faire une vidange, mais il ne faut pas faire que ça. Combien de kilomètres elle avait cette voiture? Aux alentours des 100 000 km. D'accord. Bon, il faut faire non seulement une vidange, mais un nettoyage. Ça, les gens font de la vidange pure et simple. Ils remettent de l'huile dedans, vous faites 10 km, vous regardez la jauge d'huile, elle est de nouveau noire, l'huile. Elle n'est pas noircie en 10 km, c'est juste parce qu'il y avait des dépôts un peu partout qui vont salir l'huile. Donc il y a des produits nettoyants très efficaces. Je l'ai fait sur la moto, moi. Voilà, donc vous faites ça. Avant de faire la vidange, vous mettez un produit nettoyant dispersant qui va être très efficace, vous faites la vidange et quand vous remettrez votre huile neuve, l'idéal c'est même de faire 2 vidanges si on veut être sûr, c'est de faire une première vidange, exactement, avec une huile très bon marché où vous faites que quelques kilomètres et puis ensuite faire la vidange avec une bonne huile et là vous allez conserver votre huile propre pendant longtemps et vous allez sans doute peut-être même éviter débloquer des conduits qui peuvent être obstrués, c'est pour ça que vous avez peut-être des gaz de Carter qui remontent. Donc essayez de faire ça. Donc ça c'était la première question. La deuxième Alors la deuxième sujet de mon C5 Aircross, donc il a 20 000 km, je l'ai acquis au mois de juin de l'année dernière et j'ai pas attendu les 30 000 km, donc j'ai fait faire une vidange intermédiaire. D'accord. Jusque là tout va bien. Je reçois, le concessionnaire me donne un papier comme quoi il a constaté l'usure des plaquettes, le ci, le là. Et il avait marqué pot d'échappement, nickel. Or, l'autre jour, j'ai voulu brancher ma carriole
J'ai été obligé de me mettre sous la voiture parce que j'avais des soucis pour la brancher. Et qu'est-ce que je me suis aperçu? Que mon pot d'échappement, il était complètement bouffé, quoi. Il est complètement piqué. Attendez, elle a combien de kilomètres? Elle a quel âge, votre voiture? Elle avait, de 2018, juin 2019, pardon. Juin 2019. Donc elle est sous garantie en plus. Voilà. Elle est sous garantie, Jean-Luc. Il est corrodé, votre pot d'échappement? Ah ouais, il est corrodé, quoi. Alors j'ai été surpris parce que... Vous roulez dans l'eau de mer? Non, en plus cet hiver, on n'a pas eu... Bon, il n'y a pas eu de gel, il y a eu très peu de sel sur les routes et tout. Donc ma surprise de voir dans l'état où il était. Vous avez la garantie constructeur, quoi qu'il arrive. Et là, à partir du moment où le pot est vraiment dégradé, c'est très étonnant quand même. Bien sûr. Jean-Luc, il est temps de retrouver notre minute verte maintenant. RMC, votre auto. La minute verte. Et je vous rappelle que tout à l'heure, Maître Rémi Jossaume sera avec nous. Ce sera le quiz de Maître Rémi, ce sera aux alentours des 9h30. Et je pense qu'on va passer un bon moment tout à l'heure avec Rémi Jossaume. Comment connaître l'état de santé de la batterie d'un véhicule électrique d'occasion, Jean-Luc? Eh ben ça, c'est une bonne question. C'est une question qu'on s'est posée plein de fois. D'ailleurs, on a même eu une auditrice qui avait eu un problème avec un Kia e-Soul qu'elle a acheté et qui était à 71% de capacité de la batterie. Elle a découvert ça malheureusement un petit peu trop tard après l'avoir acheté. Le mieux, ça serait quand même de pouvoir le savoir avant. Et il y a une société française qui a eu cette super idée, c'est de mettre en place un protocole de test de batterie. On a avec nous Guillaume Hébert, le fondateur de Battery for People. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous, ça vous est venu comment l'idée de tester les batteries des véhicules électriques d'occasion? C'est une très bonne question. Alors au début, il y a un constat qui est que malgré, on va dire, toutes les incitations qu'il pouvait y avoir autour du passage à l'électrique, on avait un marché qui avait encore beaucoup d'inquiétudes, qui avait aussi beaucoup de craintes vis-à-vis de la voiture électrique. Et une de ces inquiétudes qu'on a identifiées concernait la batterie, qui est souvent perçue à tort comme le point noir de la voiture électrique. Et donc on a décidé de développer justement un service qui s'appelle Label Batterie, qui permet de rassurer... Alors ça s'écrit... c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots, c'est comme ça. si c'était un label pour la batterie, mais c'est là plus loin, belle batterie aussi, pour redonner un peu ses dettes de noblesse à la batterie. Oui, alors donc le certificat Label Batterie, c'est le premier en effet service de certification de l'état de santé des batteries. C'est un document qui permet d'apporter de la transparence sur l'état de santé lors de l'achat ou de la revente d'une voiture électrique d'occasion. D'accord. Qu'est-ce qui dégrade en fait la capacité d'une batterie? Parce que c'est ça aujourd'hui, on perd petit à petit en autonomie avec la batterie, on perd en puissance, d'ailleurs on n'en parle jamais, mais on va perdre également en puissance, donc la voiture va être moins nerveuse quand la batterie va s'user. Qu'est-ce qui génère ça? Alors il y a plusieurs facteurs qui sont responsables de la dégradation des batteries. Le premier, c'est l'usage qu'on va faire de la voiture électrique selon la manière dont vous allez par exemple rouler, si vous faites beaucoup d'autoroutes, si vous avez une conduite sportive, etc. Bon, François qui accélère comme un âne avec le feu rouge par exemple, ça use la batterie. Exactement, on va solliciter très fort avec des fortes puissances les batteries. Pareil pour la recharge, si on privilégie les charges rapides, etc., on va vraiment accélérer le vieillissement de notre batterie. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc pour garder en bonne santé longtemps sa batterie, il vaut mieux plutôt privilégier les charges lentes? Charge lente, conduite souple, essayer de, on va dire de ne pas solliciter trop fort sa voiture et donc sa batterie. D'accord. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des facteurs qui ne dépendent pas de notre conduite. Par exemple, la météo, on s'est rendu compte que selon si vous avez une voiture électrique dans le sud de la France ou dans le nord de la France, les températures moyennes sur l'année vont faire que votre dégradation ne va pas être la même. Ah oui. Donc, vous voyez, c'est la chaleur qui abîme d'ailleurs les batteries, en plus que le froid. D'accord. Oui, les gens pensent que c'est le froid parce que c'est l'hiver qu'ils n'arrivent pas à démarrer dans leur batterie. On n'a pas de problème de démarrage avec panne. Voilà, oui. Donc on va dire que dans les pays plus chauds, la durée de vie des batteries des véhicules électriques sera moindre que par exemple en Europe du Nord. Absolument. Le chiffre qu'on peut retenir, c'est qu'en moyenne, une batterie va perdre à peu près 2% d'état de santé par an. Par contre, c'est une moyenne et l'écart type est beaucoup plus fort. Pour deux modèles identiques, avec le même nombre de kilomètres, le même âge, etc., on peut avoir deux batteries qui vont avoir un état de santé complètement différent. Et donc c'est pour ça, on revient là-dessus, quand on achète une voiture, c'est très important de savoir ce qu'on achète. Donc vous voyez, il y a aussi une importance à savoir ce qu'on achète et quel est l'état de la batterie, parce que ça peut nous amener derrière vers des contraintes, etc. Donc nous, ce qu'on aime bien dire, c'est que le vieillissement des batteries, c'est important aussi, c'est pas forcément très grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas le maîtriser, de ne pas le connaître, et donc de se mettre dans une situation où on peut acheter une voiture électrique dont la batterie est très dégradée, et on va pas l'acheter au bon prix. Donc ce qui compte, c'est vraiment de savoir ce qu'on achète pour l'acheter au juste prix. Oui. Alors comment on fait cette certification des batteries techniquement? Alors je vends ma voiture d'occasion, je veux connaître l'état de la batterie, je fais comment? Alors nous, on a mis au point avec Label Batterie un process
assez simplifié pour justement obtenir son certificat. En fait, il vous suffit de vous rendre sur notre site internet www.labelbatterie.com, d'acheter le certificat et vous allez d'abord recevoir ce qu'on appelle le kit Label Batterie qui comprend tout ce qu'il faut pour réaliser vous-même le diagnostic de votre batterie. C'est très simple, c'est un boîtier à brancher dans votre voiture que vous connectez à l'application Label Batterie, vous lancez le diagnostic, on récupère les données qui vous permettent d'interpréter l'état de votre batterie et on vous renvoie du coup par la suite en version numérisée votre certificat et en version papier aussi. D'accord. Et vous récupérez le boîtier ou Pour avoir un coût du certificat le plus bas possible, on ne vend pas le boîtier, on le met dans le kit et dans le kit vous avez aussi une enveloppe retour qui est déjà affranchie à la bonne adresse, etc. Et dans les certificats justement vous avez déjà délivré, vous avez noté quoi comme vieillissement justement sur les batteries? Ça va dépendre, mais globalement, alors ça va quand même dépendre de l'âge de la voiture. Allez, salut les petits potos et soyez prudents sur la route.